Sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, 800 $ par mois pour une maison à Erbil, au Kurdistan irakien. Qui dit mieux? Les loyers explosent ces derniers mois, demande en hausse constante, mais l'offre ne suit plus. Les violences en Syrie et en Irak et l'afflux massif de réfugiés expliquent le phénomène. Et les perdants, vous le verrez, sont au final les Kurdes eux-mêmes. Autre perdant, les marchands de textiles de l'Est de Jérusalem. Cette fois, c'est le conflit syrien qui a mis à mal leur activité. Difficile aujourd'hui de se procurer la fameuse soie syrienne. Savoir-faire, on le découvrira, unique et menacé. Et puis également dans cette édition, faut-il s'inquiéter de la déprime des marchés en Europe? Grèce, croissance chinoise et remontée des taux aux États-Unis. Il faut dire que les points d'interrogation sont nombreux pour les investisseurs. On en parle avec Eric Lehine dans un instant. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Avant tout cela, l'info éco et dans l'actualité ce mercredi, c'est d'abord la banque qui fait parler d'elle depuis hier. HSBC, la plus grande d'Europe, ébranlée, on le sait, par les scandales, les mauvais résultats également. Plan drastique de restructuration, 5 milliards de dollars d'économies par an d'ici 2017 et la suppression de 10% des effectifs, soit 25 000 emplois à travers le monde. Le double si l'on compte les répercussions sur les filiales et notamment en Turquie et au Brésil. Le Brésil où justement HSBC annonce cesser ses opérations. On écoute une réaction sur place. Tout cela conduit à un monopole. Un jour, on n'aura plus qu'une seule banque, ce n'est pas bon. Nous avons besoin de concurrence, c'est la loi du marché et ça permet de réguler les prix. Moins on aura de banques, moins on s'y retrouvera. Et objectif retour aux sources, donc vers l'Asie pour HSBC. Alors le Brésil, quant à lui, tente en parallèle de surmonter sa crise. Le PIB, on le sait, a de nouveau reculé au premier trimestre. Hier, vous le voyez, Dilma Rousseff, la présidente, a annoncé un vaste plan d'investissement dans les infrastructures, autoroutes, chemins de fer, ports, aéroports. Est-ce suffisant pour relancer une première économie d'Amérique latine au point mort? 65 milliards de dollars en tout cas, dont un tiers du montant d'ici 3 ans. En Égypte, événement majeur ce mercredi avec la signature annoncée à Sharm el-Sheikh d'un traité de libre-échange entre 26 pays africains sur 54. Il englobe la moitié est du continent, du Caire au Cap, et donne naissance à un marché de 625 millions d'habitants, 1000 milliards de dollars de PIB. Le but est de faciliter la circulation des biens et des marchandises et de parvenir à un marché commun. L'intégration économique du continent s'accélère donc. Pour l'heure, seuls 12% des échanges commerciaux en Afrique ont lieu entre pays africains, contre 55% en Asie, 70% en Europe. En bref, sachez que le Qatar se dirige vers son premier déficit budgétaire depuis 15 ans, 4,9% du PIB en 2016, d'après le ministère de la Planification. Alors explication, la croissance ralentit, 7,3% attendu l'an prochain, en dessous des prévisions, avec la chute des cours de l'énergie. Et les dépenses en parallèle ne cessent de flamber ces derniers temps, avec notamment des investissements massifs en vue du mondial de football 2022, mais aussi en matière d'armement. La Grèce et le compte à rebours qui s'accélère pour Athènes. Bruxelles a fait savoir tout à l'heure qu'elle n'était pas satisfaite des nouvelles propositions présentées hier par les autorités grecques en vue du versement d'une aide financière devenue vitale pour le pays. L'écart semble toujours important entre les positions du gouvernement de Tsipras et les créanciers UE et FMI. Le maintien même de la Grèce en zone euro ne semble pas encore garanti. Rien n'est encore certain. Tout dépend de la proposition grecque qui est actuellement étudiée par les experts pour voir si elle est suffisamment conséquente pour entrevoir une solution. J'entends beaucoup d'optimisme du côté grec, sauf qu'ils sous-estiment la complexité de ce qui leur est demandé. Leur système de retraite doit être modernisé comme dans tous les autres pays européens. L'âge du travail et de la retraite anticipée doivent être revus. Voilà, une info en France, notez que la vente des 34% d'Ariane Espace détenus par le CNES au tandem Airbus-Safran devrait rapporter à l'État entre 100 et 200 millions d'euros. C'est Matignon qui devait entériner aujourd'hui la privatisation totale du groupe spatial. En Europe toujours, un mot aussi de ce projet d'accord de libre-échange qui divise toujours, celui qui unirait le vieux continent aux États-Unis, le TTIP. Martin Schulz, président du Parlement européen, a tout simplement annulé un vote prévu aujourd'hui à Strasbourg sur les exigences des élus européens, et notamment sur la question des procédures d'arbitrage. Le débat a en revanche été maintenu et les défenseurs du projet ne désespèrent pas. Les États-Unis sont notre principal marché à l'export et le TIPP va nous permettre d'améliorer les mécanismes de commerce et la protection des appellations. On ne voit que des intentions positives à ces négociations.
Voilà, et puis pendant ce temps, le géant chinois du e-commerce Alibaba poursuit son opération séduction en Amérique. Jack Ma, son patron et fondateur, était hier à l'Economic Club de New York pour tenter de convaincre les entreprises locales à cibler le marché chinois. Écoutez. Aujourd'hui, la classe moyenne chinoise équivaut presque à la population totale américaine. Dans 10 ans, elle comptera plus d'1 milliard de personnes. La demande pour de bons produits et pour de bons services sera forte. Et si la Chine a mis l'accent jusqu'ici sur ses exportations, elle va se concentrer sur les importations. Elle doit apprendre à acheter. Allez, il est temps de nous intéresser au marché financier et de comprendre pourquoi les bourses européennes s'enfoncent ces jours-ci dans la morosité. On retrouve notre expert Eric Lewin. Bonjour Eric, alors vous identifiez Eric 3 facteurs d'inquiétude, à commencer bien sûr par l'enlisement des discussions sur la Grèce dont on ne voit toujours pas l'issue. Oui, la situation en Grèce ne manque pas d'inquiéter l'avis des investisseurs, tout simplement parce qu'il faut trouver de l'argent, beaucoup d'argent. Il y a 1,5 milliard à rembourser au FMI d'ici le 30 juin. Et puis il y a 2 échéances très importantes auprès de la BCE, environ 3,5 milliards le 20 juillet et encore 3,2 milliards le 20 août. C'est beaucoup et il faut vraiment trouver un accord parce que les comptes du pays sont quasiment à sec. Alors ce qui bloque actuellement dans les tergiversations, c'est qu'on demande certains efforts au gouvernement grec qui lui a été élu sur une politique d'anti-austérité. Il est probable tout de même qu'on finisse par trouver un compromis parce qu'il paraît illusoire de voir pour l'instant la Grèce sortir de la zone euro. Personne n'y a vraiment intérêt. Ouais, on veut bien le croire, Eric. Autre souci, c'est la Chine, un moteur de croissance de la planète et tout le monde est d'accord, le rythme diminue, Eric. L'autre grand problème, c'est bien sûr l'évolution de l'économie chinoise. Tout laisse supposer que la croissance chinoise sera un plus bas depuis 24 ans, avec une croissance de l'ordre de 7%. Les derniers indicateurs ne sont pas bons. Et ce qu'il y a d'étonnant dans cette économie chinoise, c'est qu'elle est en complète déconnexion avec la bourse de Shanghai qui ne cesse de progresser. Elle gagne quasiment 40% depuis le début de l'année alors qu'il y a un ralentissement de l'économie chinoise. Alors ce qu'il peut guetter les investisseurs, c'est une bulle qui s'est formée en Chine, qui peut éclater à tout moment, tout simplement parce que les valeurs sont payées sur un niveau de valorisation extrêmement cher. On est sur un PER de 60, notamment en Chine. Et puis, qui dit ralentissement en Chine, dit bien sûr un nombre de secteurs touchés, comme par exemple les valeurs du luxe, qui ne cessent de subir des prises de bénéfices actuellement. Attention donc à l'économie chinoise. Ouais, et attention aussi aux annonces prochaines de la Fed à Washington. La hausse des taux, Eric, c'est peut-être pour bientôt ? Le dernier problème, ce sont bien sûr les États-Unis d'Amérique avec une politique monétaire qui pourrait devenir restrictive, c'est-à-dire qu'on pourrait aller vers une hausse des taux aux États-Unis sans doute en septembre. Tout laisse supposer en effet que l'économie va de mieux en mieux. Les chiffres du chômage du mois de mai sont très bons, avec notamment la création de 280 000 créations d'emplois et surtout un salaire horaire qui a progressé de 0,3% au mois de mai contre 0,1% en avril. De sorte que nous avons une économie robuste et une inflation qui commence à venir par les salaires, ce qui veut dire que selon toute vraisemblance, il y aura une hausse des taux. Maintenant, toute la problématique est de savoir le discours qui interviendra avec cette hausse des taux. Si Janet Yellen, la patronne de la Fed, arrive à avoir un discours convaincant, les marchés ne baisseront pas. Si elle n'y arrive pas, on peut quand même avoir une énorme consolidation sur les marchés américains de l'ordre de 10 à 15%. Ouais, 10 à 15%, c'est du sérieux. Merci Eric Lewin. Allez, on se penche sur la situation au nord de l'Irak et en particulier dans la région autonome du Kurdistan irakien. Une zone qui est devenue un refuge pour les centaines de milliers de réfugiés, de déplacés qui fuient l'avancée djihadiste. Et sur le plan économique, l'une des conséquences est la flambée brutale des loyers. À Erbil notamment, la capitale, se loger est très vite devenu hors de prix. Il faut souvent payer le double du salaire moyen d'un fonctionnaire. Plus de détails avec Anthony Lesme. 2 millions, c'est le nombre de réfugiés en Irak selon l'ONU. Plus d'1 million ont rejoint le seul Kurdistan irakien. Et dans les villes, les appartements sont devenus une denrée rare. En seulement un an, les prix de l'immobilier ont doublé. Les loyers sont tous en dollars. La location d'une grande maison non meublée coûte de 600 à 1500, voire 2000 $. Alors que le prix d'une chambre d'hôtel est de 600 $ pour le premier mois, 700 pour le second et 800 pour le troisième. Faute d'appartements, les hôtels sont pris d'assaut, en particulier dans les villes d'Erbil et de Sulaimania. Nous vivons dans un hôtel depuis 2 mois maintenant parce que nous n'avons pas trouvé une maison à louer. Les prix des loyers sont trop élevés. Nous payons maintenant plus de 820 $ et nous sommes une petite famille.
Les prix de location sont trop élevés, les maisons sont rares et les autorisations sont difficiles à obtenir. Même constat pour les agents immobiliers qui croulent sous les demandes. 20 à 30 personnes appellent notre bureau tous les jours pour nous demander des locations, mais nous ne disposons pas même d'une seule maison. Si dans les villes, la pression foncière et le manque de travail tendent les relations entre communautés kurdes et arabes, la situation dans les camps de réfugiés n'est guère meilleure. L'avancée continue des troupes de Daesh pousse toujours plus à la fuite des milliers de familles. Un état d'urgence qui dure. Et autre zone de tension, la Syrie, 4 ans de conflit et des conséquences commerciales qui affectent aussi les marchands de textiles dans la partie est de Jérusalem. La soie made in Syria était aussi rare que chère et recherchée par les connaisseurs. Une rareté qui s'est forcément amplifiée ces dernières années du fait des difficultés d'acheminement. Johanna Citruc. Des cartes, des vêtements, de la vaisselle. Dans la vieille ville de Jérusalem, les visiteurs peuvent dénicher toutes sortes de souvenirs, mais aussi du tissu. Et pas n'importe lequel. Du tissu syrien considéré comme l'un des meilleurs de la planète. Comme son père et son grand-père, Bilal est marchand de textiles. Depuis sa création dans les années 30, son atelier a toujours eu beaucoup de succès. Mais aujourd'hui, la guerre en Syrie affecte ses affaires. Nous avions l'habitude d'importer des produits syriens. Mais au cours des 4 dernières années, notre travail a été impacté parce que justement, il n'y avait pas de produits syriens. La situation en Syrie ne permet pas aux usines de fonctionner. Et au final, nos clients aussi ont été touchés. Nous manquons de nombreux types de tissus et ils ne peuvent pas être produits ailleurs car l'industrie syrienne est l'une des meilleures du monde. Et la spécialité syrienne, c'est la soie. Mais la fabriquer est un processus long et minutieux. Même un tisserand qualifié ne produit que quelques dizaines de centimètres par jour. Ce qui explique son prix élevé, entre 180 et 310 $ par mètre. Afin de rendre le tissu moins cher, la soie est parfois mélangée avec du coton. Pour s'en procurer, Bilal a bien tenté d'utiliser son passeport jordanien comme il le faisait autrefois, mais sans succès. Mon dernier voyage en Syrie, c'était lors d'une exposition à Alep en 2011. J'ai pu y commander un tissu que j'ai ensuite fait importer. Et j'ai tout reçu sans problème. Mais après cette période-là, aller en Syrie est devenu impossible. La situation ne nous le permet plus. En mars dernier, le conflit syrien est entré dans sa 5e année. Et si les dégâts humains sont considérables, le coût économique est également très préoccupant. Les pertes sont estimées à plus de 210 milliards $. Des difficultés qui apparaissent difficilement surmontables. C'est l'heure du Media Watch. Et un classement pour ouvrir cette revue de presse. Travailler heureux pour travailler mieux. C'est ce que propose Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous tout sur ce palmarès. Oui, c'est un article des Échos qui nous dévoile ce classement qui s'appelle Happy at Work. Alors pour le construire, près de 40 000 salariés français ont accepté de répondre à quelques questions. Des questions pour déterminer s'ils sont heureux ou pas dans leur travail. Donc 6 dimensions ont été prises en compte. Le développement personnel, la stimulation apportée par le milieu de travail, le management, le salaire, la fierté et le fun, autrement dit le plaisir apporté par le travail. Et résultat, en tête des entreprises de plus de 5000 employés, on retrouve le groupe industriel Safran, ex-aequo avec le spécialiste du gaz Air Liquide. En deuxième position, c'est Leroy Merlin suivi de Nestlé. Quant aux entreprises de moins de 5000 employés, sur la première marche du podium, c'est la société de covoiturage Blablacar, ensuite Google et puis le site de musique à la demande Deezer. Toujours les mêmes, on dirait. Du travail toujours, Johanna, mais cette fois avec Internet qui vient s'en mêler. Oui, si Internet a révolutionné véritablement notre façon de travailler, il n'a pas que des avantages, notamment pour les entreprises qui voient leurs salariés déconcentrés. Selon une étude informatique de la société informatique Olfeo, les employés passent en moyenne 1h53 sur Internet chaque jour pendant leurs heures de bureau. Et sur ces 1h53, 44% du temps est consacré à leur usage personnel. Ça fait 50 minutes sur un an, ça représente 25 jours. On arrive donc à une perte de productivité annuelle de 10%, un coût d'environ 6 600 € pour chaque salarié. Petite consolation tout de même, l'étude nous apprend que les sites les plus consultés par les salariés sont les sites d'actualité, de médias, donc des sites quand même mieux que les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. Certes. Et puis Johanna, on parle de la campagne pour la présidentielle aux États-Unis et une bataille, celle des objets publicitaires.
publicitaire. Oui, la course à la Maison-Blanche a bel et bien commencé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la démocrate Hillary Clinton et le républicain Rand Paul sont en tête, en tout cas en ce qui concerne donc les ventes d'objets à leur effigie. Du côté d'Hillary Clinton, c'est assez classique. Elle vend donc des stickers, des pins, des mugs, des vêtements. En revanche, l'onglet shopping du site de Rand Paul est beaucoup plus fourni. En plus des objets habituels, on y retrouve des produits un petit peu plus insolites, un petit peu plus décalés, comme des tapis de voiture, des tongs ou encore des casques audio. Notez que l'intégralité des bénéfices récoltés grâce à ces ventes s'assimile à des dons électoraux, donc ça sert à financer la campagne électorale. Autrement dit, seuls les citoyens américains peuvent se procurer ces produits officiels. Les étrangers, les autres, devront se contenter des produits non officiels. C'est déjà pas mal. Merci Johanna et à demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie, le MAG revient demain sur i24 News. Dossier spécial sur l'avenir des grandes banques, HSBC notamment. Et l'information continue. Restez avec nous.